ce désir d'engagement, moi je l'ai constaté, je rejoins ce que tu disais, je le vois chez tous les jeunes. Le désir d'engagement, le désir de partir, cette envie, il est partout. En revanche, ces jeunes ne partent pas. Et c'est là, à l'international. Et c'est là où... alors, il y a des chiffres, hein, vous les avez donnés dans vos papiers, hein, c'est à peine 1% d'une classe d'âge majoritairement de niveau Bac plus 3 minimum qui s'implique dans un engagement volontaire international. Et ce sont évidemment les plus diplômés qui s'investissent dans ces actions de mobilité. Et ces inégalités, on les retrouve sur cette question de l'accès à la mobilité internationale. C'est là où, du coup, je voulais enchaîner sur cette question de la mobilité internationale. Alors même hein, que on l'a dit tout à l'heure, les expériences de mobilité, de solidarité internationale, les échanges, les voyages linguistiques, c'est des étapes importantes dans les parcours de jeunes vers l'autonomie, dans les parcours de vie, dans les parcours d'accès à l'emploi. Et on le sait aujourd'hui, un séjour à l'étranger, une expérience de volontariat, un chantier, un séjour linguistique, c'est enrichissant sur le plan personnel, mais sur un CV, on le sait tous, sur un CV, c'est extrêmement important. Et c'est là que le fossé... et moi, je dis que le fossé, il se creuse. Alors on peut se demander effectivement comment avec des jeunes qui n'ont pas de qualification on peut faire. Ces jeunes en fait ils ont plein de richesses, comme on se le disait avec Cause ton talent, avec les jeunes artistes. Quand vous faites du récit de vie, vous explicitez avec le jeune effectivement déjà ses expériences, qu'est-ce qu'il a comme talent, qu'est-ce qu'il fait de ses week-ends, qu'est-ce qu'il a comme passion et tout. Ils ont des richesses, et en plus les employeurs québécois, pour en avoir rencontré, c'est pas alors donne-moi le diplôme de ton jeune, c'est plutôt raconte-moi c'est qui ton jeune. Donc pour le coup on est vraiment sur un autre type de relationnel qui effectivement permet, en tout cas voilà, facilite la mobilité des jeunes qui n'ont pas de diplôme. On s'est rendu compte à certains endroits, notamment par exemple à Saint-Malo, que les jeunes des quartiers de Saint-Malo n'avaient jamais vu la mer. Donc que la mobilité finalement, pour aller bosser à l'intérieur des villes, à l'intérieur des murs de Saint-Malo, il fallait arriver à franchir cette frontière qui est réelle. Donc ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas utiliser cette mobilité internationale, de partir à l'étranger, parce que ça peut donner envie, ça peut être un peu glamour. Pourquoi ne pas proposer de partir pas très loin et pas très longtemps pour pouvoir créer des premiers pas? Du coup, l'accompagnement avec les jeunes, je fais ça sur ce que j'appelle le 5. Là. Je fais un accompagnement donc, sur le volet administratif. Moi, j'estime que c'est notre travail de faire en sorte d'ingurgiter tout l'administratif et de pouvoir faire en sorte que ça soit accessible aux jeunes. Donc, administratif, professionnel, financier, on monte tout le budget du jeune. Donc avec le jeune. Et ensuite, je fais des ateliers en fait en groupe sur le culturel, donc un peu de préparation culturelle, bien que les jeunes après me disent « Stéphanie, on va ralentir parce qu'on aimerait bien découvrir sur place. » Donc on en fait un tout petit peu, mais vraiment c'est vraiment light, de quoi juste donner 2-3 petites choses, mais le reste, ils vont découvrir. Et puis le dernier, c'est sur le logistique. En fait, au travers des 5 points que je travaille avec les jeunes, et ça, c'est une technique québécoise qu'on a aussi ramenée. On parlait du faire ensemble. Moi, dans le faire ensemble, en fait, je vois plusieurs choses. C'est que ça s'appelle le faire faire. Excusez-moi. Faire pour, faire avec, faire faire, laisser faire. C'est un peu la graduation de l'accompagnement. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui vont avoir besoin que vous soyez extrêmement présents, voire que vous fassiez pour eux. C'est pas de problème. Mais à condition, effectivement, qu'ils soient là pour voir, pour effectivement commencer à capter des choses que lui pourrait faire. Puis au fur et à mesure, on va aller sur l'autonomie de plus en plus, enfin plus du jeune, parce que c'est le projet du jeune, c'est pas Stéphanie qui va partir au Québec en stage. Et ensuite, après ces premiers pas, l'idée c'est de les intégrer à tous les dispositifs qui existent, et pas forcément les nôtres. Hein. Nous, on fait des stages, du SVE. Donc pour revenir plus précisément aux formes de mobilité qu'on utilise, c'est
le programme Erasmus+, ce qu'on appelle l'Action Clé 1, et en fait, c'est des alternances qu'on a l'habitude de faire, puisque tous les 15 jours, les jeunes partent en stage et tous les 15 jours, ils reviennent à la MFR. Donc en fait, c'est juste une autre forme d'alternance, c'est un peu plus loin, c'est dans une autre langue, il faut prendre une assurance responsabilité civile différente, mais globalement, les équipes sont prêtes à ça et les jeunes sont formés à cette alternance. Bon an, mal an, on fait partir 5000 bacs pro par an en mobilité en stage à l'étranger. Voilà. Et je précise que du coup, nous, notre public, c'est plutôt bac pro, CAP. Sur aussi comment on partage au retour une expérience, et il y a eu des témoignages de pairs ou les questions des ambassadeurs, ambassadrices de la mobilité. Ça, c'est des choses qu'on entend effectivement dans les régions. Et les retours qu'on a, en tout cas, et ce qu'on va essayer de travailler comme action peut-être, c'est d'organiser des regroupements territoriaux de jeunes, où on n'est pas forcément dans du témoignage de pair à pair, c'est-à-dire que je viens faire la promotion du dispositif, qui est effectivement intéressant, mais aussi où le jeune il vient juste parler, ou la jeune vient juste parler de son expérience à elle, et où on ne lui demande pas un discours cadré pour présenter un volontariat, mais juste le temps de l'écoute en fait. Parce que ce qui revient aussi, c'est je reviens d'une expérience de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, sauf qu'on me demande alors comment c'était, et sauf que je suis dans une incapacité de pouvoir me dire est-ce que vous avez assez de temps en face d'écouter ce que j'ai à dire en fait. Et donc on va essayer de monter une action sur un regroupement territorial de jeunes qui se rencontrent, qui sont partis quelque part et qui ont juste en commun d'être partis à un moment et juste d'être dans une situation d'écoute où on ne leur demande pas de faire la promotion d'un dispositif, mais bien de pouvoir parler, y compris hors des oreilles de leur structure d'accueil et d'envoi. Parce que ça, c'est aussi des choses, comment on peut faire des retours à quelqu'un qui nous a accompagnés pendant... Il y a aussi de l'affectif qui se crée parfois avec les accompagnateurs ou les accompagnatrices, et c'est pas simple. Et une dernière chose qu'on a testée sur cette dernière année, puisque notre objectif, c'est vraiment de mailler les territoires. En Bretagne, on est structuré en pays. Donc on a 21 pays. Notre objectif, c'est qu'il y ait sur ces 21 pays un référent primo-information, un référent mobilité internationale, à minima, et qu'il y ait des approches transversales et des co-constructions de projets. De manière plus globale, nous, à Horizon Solidaire, on travaille en lien avec les collectivités sur leur coopération décentralisée, donc c'est-à-dire coopération de collectivités françaises avec une collectivité étrangère. Et on glisse depuis quelque temps vers des coopérations dites économiques. Donc il faut qu'il y ait un retour sur le territoire, ce que je trouve ça très intéressant, hein, c'est pas la question. Par contre, est-ce que le risque, c'est pas d'oublier, si on veut aller vers le tout économique, c'est pas d'oublier la question citoyenne, c'est la citoyenneté et l'ouverture au monde, qui est juste la base finalement de tout ce travail-là. On a posé, dans le CRAJEP, on l'a posé comme ça, expérience interculturelle et solidaire. C'était comme ça qu'on voyait la mobilité. Et bien sûr que ça a une plus-value dans un parcours professionnel, mais qu'on n'est pas, et que c'est en aucun cas le rôle des gens qui travaillent avec la jeunesse, dans le domaine en tout cas qui travaillent avec les jeunesses, en tout cas je vais le poser comme ça, je vais l'affirmer, d'éduquer à la flexibilité des personnes et des travailleurs. C'est-à-dire qu'on est dans une société et dans le monde du travail qui demande effectivement une flexibilité, etc., mais qu'on ne va pas et qu'on ne souhaite pas que l'outil de la mobilité, ça soit une matière à rendre les personnes de plus en plus flexibles, et qu'on souhaite aussi que ça permette un ancrage au territoire, pas dans le sens je suis là, je bouge pas et repli identitaire, mais bien dans le sens comment je développe aussi des choses et comment je participe au changement de la société, etc., depuis mon territoire. Et que ça, c'est quelque chose auquel on voulait faire attention, ce qui fait que nous, on ne travaillera pas avec les entreprises du CAC 40 sur ces questions-là. Par contre, effectivement, de travailler avec des entreprises du territoire, bien sûr, évidemment. Et la mobilité ne doit pas être déconnectée. Il n'y a pas d'un côté, je suis citoyen, et de l'autre côté, je suis travailleur. On est bien sur des échanges. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut poser les choses comme elles sont. Et nous, on n'est pas là pour être... comme le service civique n'a pas pour objet de remplacer des salariés. C'est juste... Non, mais c'est important aussi à un moment de... Voilà. Alors, je voulais poursuivre
après l'intervention de Stéphanie. Par le biais d'un angle ou d'une approche plus personnelle, je l'ai dit tout à l'heure, et non pas institutionnelle, j'ai une difficulté déontologique, voilà, que je voulais partager avec vous, qui fait écho aux échanges qu'on a eus hier, lorsqu'on a parlé justement des parcours professionnels ou parcours citoyens, de les articuler, de les distinguer, de ne pas les distinguer, etc. Donc, même si l'OFQJ se réclame dans ses origines de l'éducation populaire, il n'empêche qu'aujourd'hui, il décline bien l'employabilité comme un dénominateur commun à tous ces projets. Quoi de tel que le travail, finalement, pour se transformer et pour agir sur la société. Et finalement, ces deux mondes communiquent l'un avec l'autre. L'enjeu, c'est de savoir comment ou dans quelle mesure. N'empêche que, voilà, en revenant sur cette notion d'employabilité, j'ai discuté avec des volontaires, en particulier l'une d'elles, elle était très, très sensible à ces idées-là, et elle me disait, mais attends, tu sais, être employable, moi, ça ne me fait pas vivre. Employable, moi, ça me fait penser à utilisable. Et utilisable, ça me fait penser à jetable. Enfin, parce que ce matin, on n'a pas... C'est vrai que c'est pas un mot qui a apparu, mais je vous le disais, dans l'appel à projet du FEJ, le CRAGEP, on a posé expérience interculturelle et solidaire. Interculturelle, pour moi et pour le CRAGEP, ça a été posé comme ça. Pour nous, l'outil, c'est la mobilité. L'objectif, c'est l'interculturalité, qu'elle soit au service des cultures professionnelles et de comment ça va venir enrichir des pratiques professionnelles, qu'elle soit au service d'une citoyenneté, vous l'appellerez comme vous voulez, en tout cas d'un engagement. Voilà. Et donc c'est bien ça l'objectif, l'interculturalité, et c'est bien vers ça qu'on tend, avec tout ce que ça recèle de difficultés, de problématiques psychologiques que ça peut avoir. Quand on va dans un autre endroit, parce que ça vient bouger en nous, d'identité, de psychologie, de communication, voilà, et ben ça... Voilà, c'est juste que c'est pas rien, et c'est juste que il y a des enjeux psychologiques qui sont extrêmement importants à manier, et que l'outil est bien la mobilité est bien un outil, et qu'il faut bien le maîtriser, l'outil, quoi. Voilà, avant d'en donner, voilà, avant de distribuer les outils à tout le monde, c'est comment on le manie et ce qu'on en fait. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire, et après je m'arrête là. Alors sur les métiers de la transition, puisque c'est le sujet, alors bon, moi je voulais quand même juste quelques chiffres. Nous bon, effectivement, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question de la transition énergétique. Hein. Donc 4 millions de personnes mal logées, ça fait à peu près, oui c'est ça, 4 millions de personnes, 10 millions plus ou moins concernés par la crise du logement, 15% des ménages confrontés à la précarité énergétique. La précarité énergétique, c'est deux facteurs. Hein. C'est un facteur socio-économique. On n'a pas d'argent pour payer sa facture énergétique, donc on ne chauffe pas, avec les problèmes de santé qu'il y a derrière, etc. Et puis c'est un facteur technique, hein, les caractéristiques du logement. On peut ne pas être forcément en précarité économique, mais être confronté à la précarité énergétique parce que on est complètement, bon, ce que je disais tout à l'heure, on habite des passoires énergétiques, on n'y arrive pas, etc. Et on s'enfonce parce que, bon, voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis un deuxième, c'est quand on parle de transition énergétique, donc les bâtiments, c'est 45% de la consommation énergétique et 25% des gaz à effet de serre. Et donc l'objectif que s'est donné la loi, c'est 500 000 rénovations par an pendant plusieurs décennies. C'est un gisement d'emplois qui est phénoménal. Donc on parle d'un accroissement de 500 000 emplois, sauf que ces emplois, c'est les métiers de la rénovation thermique, énergétique. C'est des métiers aujourd'hui qui, là aussi, sont très peu référencés. Les référentiels métiers ne sont pas faits, parce qu'il ne s'agit pas, on sait très bien construire du HQE, du BBC, etc. Mais quand il faut rénover un bâtiment, on a de la technique, mais sauf qu'on intervient en site occupé avec des gens. Et que comment on travaille sur la prise en compte de leurs projets, etc., c'est très compliqué. Et donc, nous, on considère au compagnon bâtisseur que ce qu'on a initié, enfin, au travers de ce métier d'animateur technique, il y a un potentiel, un gisement
qui va dans les 10 ans à venir exploser. Alors effectivement, on est dans sous le regard d'un certain nombre de partenaires sur comment ne pas instrumentaliser le volontariat vers des filières professionnelles et d'insertion. En même temps, les parcours qu'on a, nous, avec les jeunes en service civique, alors je ne l'ai pas dit, mais les 150 qu'on a accueillis en 2015, probablement autour de 200 cette année, c'est plus de 50% des jeunes non qualifiés. C'est de l'infrabac plus que du bac. Hein. D'accord ? Et puis, un pourcentage plus faible, donc, de jeunes à bac plutôt, alors pour le coup, plus 3, plus 5, notamment ceux qui viennent dans le cadre du service volontaire européen. Et donc, nous, on dit c'est un formidable sas pour accueillir là, je parle notamment de ces jeunes non qualifiés, pour les mettre dans quelque chose où il n'y a pas d'injonction à l'emploi, mais où en même temps vont se révéler, je ne sais pas si c'est des vocations, mais en tout cas des motivations pour aller au-delà. On avait fait une enquête auprès des jeunes. On avait un pourcentage, je crois, qui était supérieur à 50% de jeunes qui souhaitaient, à l'issue de leur volontariat, pouvoir poursuivre sur ces activités d'animation et d'accompagnement technique. Donc, je dis quand même que là, il y a quelque chose à travailler, hein, c'est-à-dire le parcours entre volontariat et emploi. Voilà. Et puis, sur la mobilité, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille énormément. Bon, on a la chance, effectivement, d'avoir un réseau qui permet à un jeune de démarrer un volontariat sur un endroit, généralement, d'ailleurs, pas dans son quartier, mais assez proche du quartier. On essaye à la fois de jouer sur le dedans-dehors, pas trop près, mais pas trop loin, parce que pour beaucoup de jeunes, je ne sais plus qui le disait hier, Saint-Malo, ils n'avaient pas vu la mer, ça ne m'étonne absolument pas. Hein. Il y a des jeunes, effectivement, qui n'ont jamais quitté quasiment leur tour, leur cage d'escalier ou l'espace qu'il y a autour. Et donc déjà, de l'amener dans un autre quartier, c'est déjà une aventure. Hein. Et puis après, effectivement, ça se travaille. Enfin, il y en a pour qui ça peut aller très vite. Nous, on a, avec du SVE court terme, accompagner des jeunes sur des parcours européens, voire à La Réunion, etc. Voilà. Les métiers de la transition, et pourquoi de la transition économique, écologique, sociale, c'est en se disant qu'il y a là d'énormes besoins, éventuellement d'énormes potentialités, disons dans les énergies renouvelables, voilà, dans l'éco-construction, on va dire comme ça, dans l'alimentation saine, et en fait dans tous les secteurs vitaux. Hein. Donc on pourrait aussi aborder toutes les questions autour justement du savoir, de la formation, enfin bon, voilà, toutes les questions du soin, enfin bon. Donc il y a vraiment, donc c'est ça qui nous a, disons, inspiré dans cette proposition-là. Après, l'autre élément qui nous a un petit peu conforté là-dedans, c'est que c'est un terrain, tous ces métiers, disons, de la transition, où je pense qu'Alain l'a évoqué hier, où, disons, d'une façon un peu pas paradoxale, mais où le Nord-Sud, d'une certaine façon, est encore pertinent. Parce qu'il y a des savoirs du Sud, y compris des savoirs des peuples premiers, qui peuvent directement rentrer en dialogue avec les savoirs dits du monde moderne, et en fait, se croiser, s'hybrider, pour en fait fabriquer de la nouvelle modernité, de la vraie modernité. De même, disons, dans la définition qu'on a proposée, les métiers de la transition, une autre façon de le dire, c'est les métiers du développement durable, voilà, qui articulent l'économique, le social, l'écologique, et on serait bien inspiré, à mon sens, d'y rajouter le démocratique. Donc tout ça, on voit bien que ces notions-là de développement durable, si on le résume comme ça, ou si on articule toutes les transitions, il y a une espèce d'obligation de travailler l'articulation entre le professionnel et le citoyen. À partir du moment où on n'est pas sur n'importe quel développement, on est sur un développement qui exige d'une certaine façon que la dimension professionnelle et la dimension citoyenne, pour le dire comme ça, s'articulent, dialoguent et trouvent à progresser ensemble, quoi.